Bien, maintenant place aux artistes avec vous, Patrick Bézier. Alors, le modèle des intermittents du spectacle, c'est un système original. Alors certains, les mauvaises langues, hein, bien sûr, il y en a toujours, disent que c'est coûteux. Mais en tout cas, c'est souple et c'est peut-être vertueux. Vous avez la parole. Oui, j'avais bien conscience que lorsque Jean-Hervé et Hélène m'ont demandé de parler des intermittents, j'allais servir un peu d'entracte à ces tables rondes. On sait que ce sont dans les entractes que les choses les plus sérieuses se disent. Et selon la liste des participants, quels que soient les grades et qualités des uns et des autres, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'intermittents qui sont dans les familles ici. D'ailleurs, j'en ai vu deux lors de l'interview qui savaient très bien de quoi on parlait. Mais je suis sûr qu'après mon exposé, vous ressortirez plus positif sur ce qu'on appelle le statut des intermittents. Alors c'est celui dont je ne vais pas parler, qui fait parler le plus de lui, c'est celui du chômage. Mais je ne parlerai pas du statut du chômage des intermittents, puisqu'il n'est pas d'actualité et qu'il ne risque pas de l'être. Beaucoup d'articles sont dédiés à ce sujet et je crois qu'un pays comme la France peut bien dédier 200 millions à ces artistes au nom de la culture et du divertissement pour avoir la qualité de nos productions. Alors, certains vont à l'entracte me dire que ce ne sont pas ces chiffres-là. Je vous dirais que ce sont ces chiffres-là qu'il faut retenir. Tout le reste, c'est la comptabilité, même si j'ai beaucoup de respect pour les comptables. Des caractéristiques de la protection sociale, puisque naturellement on parlait d'intermittence. D'ailleurs, il faut au passage rappeler que l'intermittence, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un statut. C'est le travail par intermittence des artistes, des techniciens, du monde de la culture, du divertissement, des médias, qu'on appelle rapidement intermittents, mais pour lesquels on a développé, il est vrai, au cours du temps, une protection sociale adaptée. Mais adaptée à quoi? Adaptée à leur mode de travail depuis 1840. Alors, on parle d'innovation. L'innovation, je vais vous en parler en quelques mots, dans la 7e minute de mon exposé. L'innovation, c'est que quand on est isolé comme un artiste ou un technicien de théâtre, de la musique, du cinéma, de la télévision, on vit son travail seul. Il n'y a pas, je pense, un travailleur aussi isolé qu'un artiste ou un technicien de ces métiers-là. Et je ne connais pas de salariés qui peuvent avoir 4 employeurs par jour. Quand ils travaillent beaucoup, on peut faire du doublage au matin, on peut faire de la télévision l'après-midi, voire de la radio, et être sur les planches le soir. Il y a certainement des travailleurs identiques dans d'autres secteurs. J'en connais peu comme ça. Je connais peu aussi de travailleurs, de salariés qui ont des rémunérations variables. Selon les conventions collectives, du cinéma, de la télévision, du théâtre privé, du théâtre public, etc., j'en passe. Je connais peu de salariés qui ont des périodes de préparation à leur travail, alors il y en a un peu plus, dont le travail invisible n'est pas payé, le moment de répétition, le moment de la réflexion, le moment de la mémoire, etc. Bien sûr, on peut trouver des similitudes dans d'autres métiers. Alors je ne veux pas dire que ce sont des métiers qui n'existent pas ailleurs. Il faut reconnaître que c'est un mode d'organisation des employeurs et un mode de travail des salariés assez atypique. Et à cet atypisme-là, il fallait bien trouver des réponses d'une protection sociale. Et même si en 1840, c'est le baron Taylor qui a inventé la première mutuelle de secours des artistes dramatiques, sentant bien cette dispersion et cet accrochage à rien de structuré, les comédiens, les musiciens n'ont pas de DRH, qui posaient des questions sur la protection sociale, et quand ils ont un nombre d'employeurs qui peuvent arriver aujourd'hui en moyenne environ une vingtaine par an, c'est la moyenne des 300 000 intermittents que nous couvrons. 300 000 intermittents, j'emploie ce vocable bien sûr, mais 106 000 indemnisés par le chômage,
que l'on considère, je dirais, ceux qui vivent du métier artistique, d'artistes dramatiques, de musiciens, lyriques, variétés, etc. Et donc, pour cela, on a inventé un système original qui permet à tous les employeurs, quel que soit le moment où ils emploient des artistes, de pouvoir cotiser un fonds qui est lui-même mis à disposition comme une part employeur globale nationale à une mutuelle, à une couverture santé pour les artistes lorsqu'ils, eux, peuvent en bénéficier, c'est-à-dire dès qu'ils sont considérés comme de véritables artistes intermittents, adhérer à cette mutuelle à un prix naturellement tout à fait attractif. Mais donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne suffit pas d'être au travail, il n'a pas besoin d'être au travail, il n'a pas besoin d'être dans un contrat de travail pour qu'un artiste ou un technicien de ce secteur puisse être assuré. Il en est de même pour la prévoyance lourde, où nous avons mis en place un système où ce n'est pas le salaire de référence dernier, dans une période récente, qui sert de critère pour fixer le capital d'essai, par exemple, mais c'est l'ensemble de ces cotisations, avec un taux multiplicateur selon les catégories, qui servira à fixer le capital d'essai. Voilà donc la façon de couvrir des périodes où il y a une multiplicité d'employeurs, une période du travail dit invisible ou non rémunéré, en tous les cas pour faire face à une certaine fragilité du monde des intermittents. Alors quand on parle de ce système, il est reconnu aujourd'hui comme très innovant en termes de prévoyance et de santé. En matière de retraite, il s'agit du même système que les autres salariés français. Mais si on regarde la pyramide des âges de ces publics-là, j'aurais pu vous la projeter, on s'aperçoit que les actifs, artistes ou techniciens sont plus nombreux jeunes et ils sont plus nombreux âgés. Même si la pyramide ressemble à celle des autres, mais on travaille plus longtemps comme artiste, comme technicien, et on travaille plutôt dans le milieu de la culture et du divertissement. Pourquoi ? Parce que quand vous parlez de vieillissement à des talents, parce que dans ce métier-là, dans ces catégories-là, il s'agit bien de talents de création, de talents qui permet de créer des œuvres au fond, on peut s'apercevoir que pour ces publics-là, le mot retraite, le mot vieillesse ne signifie pas grand-chose. C'est ce que disait Victor Hugo, finalement, tant que je produis, je vis. Sachant qu'en plus, ces catégories ont autre chose comme rémunération que le salaire, ils ont des droits d'auteur, ils ont les droits des primes d'inédits, etc. Donc tant qu'on peut produire, tant qu'on n'est pas actif, tant qu'on peut produire, on n'est pas vieux. Là, je reprends un petit peu le livre de chevet de ma femme, qui est le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir. Vous voyez que je suis bien entouré. Et ce que disait Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe, c'est tout à fait d'aujourd'hui. Il y a 50 ans, presque 50 ans. Où elle disait que les femmes et les hommes n'étaient pas égaux devant la vieillesse, que les catégories sociales n'étaient pas égales, que le niveau intellectuel n'était pas de même niveau. D'ailleurs, une autre étude d'Olivier Dadoucef, spécialiste d'Alzheimer, qui a fait une étude sur les lettres de motivation des candidates au couvent, il constate que plus les lettres de motivation sont sophistiquées intellectuellement, plus ces personnes n'étaient pas atteintes de maladie d'Alzheimer. Ça veut dire que le cerveau, la façon de fonctionner, de réfléchir, de créer, est une source finalement de jeunesse. Ça ressemble un petit peu au feu de la rampe de Charlie Chaplin. Bravo Patrick, merci. Donc,